c'est parti, hold up, retour sur un chaos, documentaire qui a même pas une semaine, a tout de suite, été bien grandement, on va dire, censuré par les réseaux sociaux. Réalité ou complot? Alors, déjà, dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle la vérité officielle. Et donc la vérité officielle, quelle est-elle? La vérité officielle, elle est en deux parties. Il y a d'un côté, en haut, eh bien, les, les propriétaires des multinationales. Donc, très souvent, quand il s'agit en France, en l'occurrence, c'est les propriétaires de multinationales dont certaines font partie du CAC 40. Eh bien, ces propriétaires de multinationales, eh bien, ils sont également propriétaires bon, des médias. Donc, que ce soit la télé, que ce soit la radio, que ce soit bien même la presse papier. Alors, pour pas qu'on parte tout de suite pour donner du concret, du factuel, voici un tableau, une image. Un petit peu, la définition, elle n'est pas top, je vous l'accorde, mais c'est celle que j'ai trouvée la plus complète, donc c'est pour ça que je voulais l'ajouter. Ça vous donne, eh bien, on voit un petit peu, c'est comme si c'était des galaxies avec des planètes qui tournaient autour. Il y a la galaxie groupe LVMH, qui est donc dans le luxe, que vous connaissez tous, tout de suite. Euh, et, euh, et qui est bien entendu une société cotée au CAC 40, extrêmement puissante, une multinationale. Eh bien, le groupe LVMH détient Le Parisien, Les Échos, Investir, voilà, plusieurs presses papier. Très bien. Vous avez à côté de ça le groupe, là je vois pas le nom, le groupe Altis. Le groupe Altis, dont propriétaire, mais le nom m'échappe, donc le propriétaire de SFR, donc le franco-israélien, l'homme d'affaires, j'ai oublié son nom, ça va me revenir, et qui est également propriétaire, donc ici on voit SFR en petit, mais également de la presse Libération, L'Express, I24, et j'en passe. Valeur actuelle, non, c'est pas valeur actuelle, on voit pas. L'expansion, et voilà. Et également, donc ça c'est la presse papier, et également, ça c'est une grosse galaxie pour le coup, ils sont également propriétaires, le groupe Altis, de RMC, BFM TV, BFM Business, RMC Sport, 0.01.net, un magazine informatique, ainsi de suite. Okay. Ensuite, on a groupe Bouygues, okay. Donc groupe Bouygues industriel donc dans tout ce qui est bâtiment, okay, qui détient TF1, LCI, ouais, et j'en passe, des chaînes câblées, TMC, HD1, vous connaissez probablement mieux que moi, et d'autres, Braise TV, donc chaîne même bretonne, comme ça. Et on peut en faire comme ça plusieurs galaxies, groupe Lagardère, voilà, vous voyez un petit peu Europe 1, Match, Paris Match, et ainsi de suite. Groupe Dassault, Le Figaro, voilà. Bon, vous avez compris un petit peu, vous avez comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 10, une petite dizaine, qui détiennent de multimillionnaires, qui détiennent eh bien l'essentiel de la presse papier, de la presse donc de la télé et même de la radio. Okay, donc c'est tentaculaire, vraiment. Et tout ça, c'est détenu par eh bien souvent les grosses sociétés qui sont également donc parmi les CAC 40 naturellement. Okay. Bien sûr, ils ont des liens aussi directement avec la politique. Okay. Il y a un lien très très fort, des puissances de lobbying, on sait, le lobbying est très puissant, il y a même énormément même dans l'industrie pharmaceutique, j'en ai fait des vidéos sur la question pour justement mettre en évidence la pression des lobbying au niveau des lobbies au niveau de la politique. Donc ça, c'est en haut de la pyramide. Donc, il contrôle clairement, on l'a vu factuellement, l'information. C'est clair. C'est-à-dire que dès qu'on a une information, on la retrouve à peu près partout dans tous ces journaux, à peu près la même information. Et puis, il y a une deuxième partie qui est intéressante à prendre en compte, dont on parle beaucoup moins, et que moi, je me suis rendu compte, notamment quand j'ai commencé à communiquer, commencé à faire des vidéos, notamment sur le Covid, lors du premier confinement, c'est que vous allez avoir aussi, en fait, bien naturellement tous ceux qui travaillent dans ces industries, qui vont également prêcher la bonne parole et vont faire partie de ce cercle de la vérité officielle, ok, de la vérité, on va dire presque du pouvoir.
C'est-à-dire que naturellement, c'est par corporatisme, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils vont défendre un petit peu leur steak, hein, défendre leur business en disant, si, si, c'est ça la vérité, c'est celle-ci, et il ne faut surtout pas la contester. Donc, naturellement, bien, tous ceux qui travaillent, par exemple, dans le journalisme et qui sont très actifs, notamment dans les réseaux sociaux, tels que Twitter, bien, voilà, vont influencer le public dans ce sens, puisque naturellement, ils sont prêches pour leur paroisse, puisqu'ils travaillent, pour certains, travaillent bien pour tous ces groupes de médias. Forcément, ces journalistes ne vont pas aller à l'encontre, hein, de leurs employeurs. Il va y avoir également, alors ça c'est pour, là j'ai parlé journalisme, mais lorsqu'on parle de santé, vous allez avoir naturellement aussi tous ceux qui travaillent pour la grande pharma, pareil, et vont être également très influents et aller dans ce sens, puisque de la même façon, ils ne vont pas aller à l'encontre de leurs employeurs, en l'occurrence, eux, ce sera les grands groupes pharmaceutiques. Vous avez, par exemple, je l'avais constaté, à chaque fois qu'il y avait une publication sur le compte Twitter, par exemple, de YouTube, pardon, du professeur Raoult, eh bien, il y avait toujours des comptes comme ça de Twitter qui revenaient systématiquement, ainsi de suite. Et bon, on voyait bien que c'était des gens qui travaillaient, même c'était indiqué, hein, dans leur bio, qui travaillaient dans la pharma, ainsi de suite. Et donc, ils défendaient, ils prêchaient pour leur paroisse, ils défendaient leur steak, quoi. Donc, eux, peu importe les conséquences, ce qui nous importe, c'est d'abord leurs intérêts. Donc, ils ne vont pas aller à l'encontre, c'est sûr, de leur employeur et de leur business. Okay. Donc, faut toujours savoir, lorsque on va être amené à mettre une critique, pareil que dans la finance, parce que si on veut avoir une critique dans le domaine financier, ben, naturellement, ce ne sera pas ceux qui travaillent dans la finance qui vont, et même s'ils sont ils ont beaucoup d'influence, eh bien, c'est pas eux qui vont être critiques vis-à-vis de leur business. Okay. Et il y a une autre catégorie, donc ça c'est évident, mais il y a une catégorie que j'ai constatée aussi, que j'ai remarqué, c'est les influenceurs. Les influenceurs, que ce soit les médias, soit YouTube, que ce soit les réseaux sociaux, ainsi de suite. Vous allez vous rendre compte, soit ils n'en parlent pas, ou soit quand ils font semblant de parler de certains sujets, eh bien, ils vont donner l'impression, parce que en fait, ça fait un peu le buzz, le sujet, donc ils vont donner l'impression qu'ils vont être critiques, mais en réalité, ils le sont à peine, hein, c'est juste pour donner l'impression, et ensuite, très souvent, ils vont aller complètement dans le sens en fait, de la vérité officielle, de la vérité du pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se mettre en opposition et se mettre en risque par rapport à leur business. Donc, ils vont se dire, j'ai beaucoup plus à gagner à aller dans le sens de la vérité officielle, ok, parce que derrière, bah, il y a les médias, si demain je fais une interview ou je suis sollicité par un journaliste, eh bien c'est beaucoup plus intéressant pour mon business d'aller dans ce sens-là que plutôt d'essayer d'être contestataire et de vouloir être critique. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important à garder en tête, parce que parfois, on ne comprend pas, on se dit, tiens, pourquoi tel influenceur ou telle personne qui a en général un esprit critique sur tout sujet, bah, vous verrez très souvent, quasiment systématiquement, ils auront deux positions. Soit ils vont pas du tout en parler, donc là, eux, ils font vraiment pas un minimum d'efforts, ils vont complètement ignorer toute problématique, tout sujet, alors qu'on est en pleine situation de crise totale. Eh bien, ils vont tout simplement ignorer le sujet, ok, tout simplement, ils vont l'éviter, et soit ils vont en parler et juste pour prendre un petit peu la vague du buzz, mais en réalité, ils vont être absolument pas critiques, ils vont absolument aller dans le sens de la vérité officielle et vont vous dire, voilà, toute critique, grosso modo, en réalité, c'est du délire, que toute critique est en réalité du complotisme, qu'il ne s'appuie absolument sur rien du tout, ainsi de suite. Et ça, leur position, c'est pas parce qu'ils ne sont plus du tout critiques. Très, très, c'est très probable qu'au fond d'eux, ils sont convaincus par certaines choses, mais ils vont se dire, voilà, moi je ne prends pas de risque, je vais dans le sens du pouvoir. Et ça, c'est extrêmement important de bien le comprendre, parce qu'il y en a énormément qui, pour pas dire quasiment l'exclusivité, qui vont dans ce sens. Soit ils ne s'exprimeront pas, soit ils s'exprimeront, mais ils iront dans le sens de la vérité officielle. Et bien sûr, tout cela eh bien, agissent, c'est eux qui sont en position de force, bien sûr, parce que en général, bah, tu as les multinationales, ici, tu as les politiciens qui font des lois, donc si tu dérapes sur un mot ou sur une critique, et ben, tout de suite, tu risques
d'être pénalisé. Et puis les médias vont inventer des termes comme le complotisme pour t'éviter voilà, de sortir et d'utiliser ton esprit critique, tout simplement. Et ensuite, tu vas avoir une sorte de pseudo-argument d'autorité des professionnels du métier qui vont dire mais non, mais vous connaissez rien, c'est ça, il ne faut surtout pas remettre en cause, ainsi de suite. Et tu auras aussi donc les influenceurs qui vont confirmer tout ça. Donc la machine, elle est énorme. Face à ça, c'est très compliqué, voilà, de se dire peut-être qu'il y a une autre, il y a une vision. Donc il y a une grosse pression qui est mise sur donc, le reste de la population et qui vont avoir tendance très souvent pour beaucoup d'entre eux qui sont à la base assez neutres, qui peuvent être neutres, ou qui peuvent se dire tiens, il y a quelque chose où je ne suis pas à l'aise, mais allez, allons dans ce sens, puisque apparemment tout le monde est d'accord. Et en plus, je prendrais beaucoup de risques de vouloir aller à contresens. Continuons. Donc là, on a vu que factuellement, c'est pas de dire que les médias sont tenus par les responsables, par je veux dire les propriétaires de multinationales, c'est un fait, c'est des éléments que vous pouvez trouver facilement sur Internet. À côté de ça, en face, vous allez avoir la vérité alternative. Alors vous allez voir, c'est pas tout blanc et tout noir et dire que tout est vrai d'un côté et tout est faux dans l'autre. Là, il y a un peu de subtilité, un peu de nuance qu'on va mettre. Mais déjà, ce qu'il faut essayer de prendre en compte d'entrée de jeu, c'est qu'ici, vous allez avoir donc un public, un peuple, une population qui va subir, va constater des choses réelles. C'est-à-dire que, par exemple, depuis la crise 2008, il y a une augmentation, par exemple, des coûts, il y a une inflation des prix. Okay, à côté de ça, en termes de ce que j'ai mis ici, cette icône-là, ça représente les services publics. Les services publics diminuent. Il suffit d'en parler avec le personnel hospitalier ou des personnels travaillant donc dans la sécurité, la police, ou tout ce qui est profession d'enseignants. Tous vous diront, voilà, on ne fait que d'avoir des coupes budgétaires, que d'avoir des baisses d'effectifs, d'avoir, même parmi les fonctionnaires et autres, tout ce qui est vraiment service public, que d'avoir par exemple des départs à la retraite qui ne sont pas renouvelés, ainsi de suite. Tout ça, il y a clairement donc une baisse des services publics, donc une baisse de la qualité de vie finalement, puisque ces services publics sont à disposition, sont censés être à la disposition du peuple, sont censés être l'argent qui va être utilisé, l'argent de nos impôts qui va être utilisé pour notre bien-être, eh bien, ça va diminuer ces services publics, la qualité en tout cas va diminuer constamment, nos impôts, l'inflation des prix va augmenter, et donc du coup notre pouvoir d'achat également diminue. Baisse de la qualité de vie, baisse du pouvoir d'achat. Pourquoi je me base sur ça? Par exemple, je vous donne juste 2 éléments au cas où, pas qu'on parte comme ça que sur des choses non factuelles. Eh bien, je vous ai mis 2 graphiques, très simples. Le graphique, par exemple, celui-ci du CAC 40. Okay, le CAC 40, donc c'est la bourse avec la cotation des 40 plus grosses sociétés françaises. Et normalement, à la base, voilà, la cotation en bourse, ça représente, c'est censé avoir un lien avec l'économie réelle. C'est ça l'idée, puisque on investit dans une bourse et on investit dans une part d'une société. Donc a priori, si l'économie réelle diminue, on devrait avoir une diminution, ou du moins si une société réalise moins de chiffres parce qu'il y a une crise ou autre, dans l'économie réelle, on devrait le voir de la même façon, ça devrait se refléter au niveau de la bourse. Or, qu'est-ce que l'on voit? Je vous ai mis une flèche rouge ici. Ça correspond à la crise des subprimes en 2008, la fameuse crise financière qui aurait dû mettre à plat complètement l'économie et notamment tout le secteur financier. Il aurait dû avoir un enchaînement presque de faillite des banques. Très bien. En 2008, qu'est-ce que l'on voit? Effectivement, on voit une baisse. Parce qu'effectivement, non seulement le secteur financier a été touché, mais si le secteur financier, comme c'est le comment dirais-je, le centre névralgique de toute l'économie, eh bien, il entraîne tous les autres secteurs dans cette crise. Donc, on le voit effectivement que juste après 2008, il y a eu une baisse. Okay, et qu'est-ce que l'on voit ici? C'est 2020, c'est juste avant le Covid, début 2020. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est revenu au même niveau. Or, on voit bien que depuis 2008,
il y a eu factuellement une crise systémique, d'un point de vue économique, qui a touché tous les secteurs d'activité, hein. Et pourtant, ça ne se reflète pas. C'est-à-dire qu'en début 2020, on retrouve le même niveau que juste avant la crise des subprimes. Donc la question, c'est de savoir qui a payé finalement eh bien, les pertes colossales que les banques ont dû comment dirais-je, ont enregistré pendant cette crise financière. Parce que des banques qui étaient engagées sur des produits toxiques, comme on les a appelés, eh bien, ils ont enregistré des pertes. Mais finalement, qui les a payés puisque on ne le retrouve pas, en tout cas, d'un point de vue global? Eh bien, tout simplement, c'est ce que je disais précédemment, c'est le peuple, c'est la population. Comment? Eh bien, à travers des taxes, à travers une baisse des services publics, hein, c'est ce qu'on a appelé en Grèce le plan d'austérité. Eh bien, le peuple, finalement, la population, a payé, si vous voulez, cette crise. Autrement dit, comme on dit souvent, quand le système financier s'enrichit, eh bien, les gains sont privés, mais quand il perd, quand il accuse des pertes, eh bien, ça devient de l'ordre public, c'est-à-dire que c'est à la population de le payer. Et comment il le paye? Augmentation, encore une fois, des taxes et baisse des services publics. Puisque les services publics, il faut les payer, c'est un coût. Donc, quand on les baisse, eh bien, ça permet voilà, de diminuer les dépenses. Très bien. Juste à droite, là, vous allez voir un élément encore plus important pour comprendre cette baisse du pouvoir d'achat, c'est que vous avez la courbe ici, donc du CAC 40. Alors là, par contre, pour le coup, j'avais juste de 98 à 2018. Vous voyez que le CAC 40, comme je vous le disais, bon, là, on ne voit pas jusqu'à 2020, mais en fait, il a continué à remonter jusqu'à peu près au même niveau en 2020. Qu'est-ce que je veux dire? Et au niveau de l'immobilier, par contre, on voit là complètement, l'immobilier connaît pas la crise, connaît pas du tout la crise, alors que bon, pouvoir d'achat diminue. Normalement, les gens sont censés avoir moins de moyens. Comment se fait-il que, à travers différents leviers, ils arrivent à maintenir un prix de l'immobilier qui augmente? Normalement, on devrait répondre simplement, comme tout produit, à ce qu'on appelle l'offre et la demande. Normalement, il aurait dû également descendre. Et finalement, pas du tout. On voit qu'il se porte comme jamais, il est en pleine explosion. Alors que, parallèlement à ça, les revenus des Français ou les salaires n'ont pas explosé du même niveau. D'accord? Donc, forcément, tout cela amène à donc, une perte de pouvoir d'achat et encore une fois une baisse de la qualité de vie. À côté de ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, on nous impose des traitements qui ne sont pas clairs, parce que, a priori, on voit qu'il y a des solutions qui semblent être prometteurs, qui sont arrêtées en pleine étude, hein, Discovery concernant donc, la chloroquine, qui a été arrêtée en pleine vue alors que c'est prometteur, on l'a vu d'ailleurs sur le documentaire, et aussi une restriction des libertés. Une restriction des libertés à travers le confinement, à travers les masques, ainsi de suite. Alors, pour cela, voilà, je vous montre quatre chiffres, quatre graphiques voilà, complètement factuels, hein. Là, on voit la courbe concernant la Suède. On prend donc je vais prendre différents pays et je vais regarder juste au niveau des décès, puisqu'apparemment c'est une épidémie voilà, qui est l'équivalent de la peste noire ou de la grippe espagnole, hein, qui a décimé presque la moitié de l'Europe. Là, pourtant, on voit par exemple en Suède, pays qui n'a pas fait de confinement et dont le masque n'est pas obligatoire, je le rappelle. Donc, on prend en décès. Alors, un point qui est important lorsque vous regardez le graphique, hein, c'est pour pouvoir être sûr de toujours comparer la même chose, c'est de regarder les axes. Là, on est par exemple en nombre de morts de 0 à 150. On n'est pas par exemple de 0 à 1000, parce que ça aurait, bien, si on a fait 0 à 1000, ça aurait diminué de manière encore plus importante l'effet l'échelle est importante. Vous allez voir, on va le comparer. Eh bien, quand on regarde, on voit bien que le pic on était à plus de 100 au début de l'épidémie, et tout d'un coup, voilà, on a une diminution, et là, il y a une petite reprise, mais voilà, très loin de la seconde vague qui était annoncée en plus dès le début de l'été. Bref, donc ça, vous le savez. Mais ce qui est intéressant, et ça rejoint le point que je vous ai dit précédemment, donc la restriction des libertés, là, il s'agit de la Suède, pays qui n'a pas confiné et dont les masques ne sont pas obligatoires. Ok, très bien, on continue. À droite, la Turquie, pays dans lequel je suis actuellement. Toujours les décès, depuis le début. Qu'est-ce qu'on voit? Ici, pareil, on est sur une échelle de 0 à 150.
pic, d'accord, au-dessus de 100 au début de l'épidémie, grosse baisse, grosse chute, reprise dès août. Pourquoi? Août, peut-être que là ça correspond même fin août. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que la Turquie, une de ses économies, un de ses piliers, c'est le tourisme. Ok. Et on ils ne peuvent pas se permettre de tuer, si vous voulez, le commerce et le business de leur population. Il ne faut pas comme ça leur dire, vous, vous fermez, vous restez chez vous et vous attendez sagement. C'est pas possible. Donc, on dit, vous allez travailler, vous allez simplement faire certaines, voilà, certaines choses que vous allez appliquer, voilà, du gel partout et ainsi de suite, quelques restrictions, ok. Et donc, du coup, en fait, ce qui s'est passé, probablement, hein, ça c'est mon avis, c'est que là, on voit une reprise dès l'été. Moi, je pense certainement, puisqu'il y a eu beaucoup de touristes, c'est probablement arrivé avec l'afflux des touristes, un petit peu comme on a eu en France à Marseille. Okay. Donc là, on est en reprise. Mais malgré tout ça, parce qu'il n'y a pas du tout de confinement, hein, là, on est sur pas du tout de confinement. Et ici, il y a eu confinement que sur certaines villes comme Istanbul et Ankara qui étaient très touchées. Mais moi, par exemple, dans ma région d'Antalya, c'est que sur quelques jours. Okay. Là, ça commence à reprendre, mais pas de toujours pas de confinement. Okay. Et masque très conseillé, fortement conseillé, mais voilà, vous pourrez croiser des gens qui portent le masque. Ok, on continue. Canada, j'étais en plus en live hier avec une personne qui était au Canada notamment. Là, on a un pic, on est sur 0 à 250, donc là, ça a été un petit peu plus touché, l'échelle est un peu plus importante, c'est monté jusqu'à 200, hein, au fort de l'épidémie. Ça s'est complètement descendu, et là, il y a une petite reprise, mais on est à 62. Pareil, au Canada, pas de confinement. Okay. Et puis, la France, décès, France, regardez l'échelle, 0 à 1500. 0 à 1500. On n'est pas à 0,500, donc qui serait au-dessus le double du Canada au niveau de l'échelle, ou presque plus du triple pour les deux autres pays. On est à 0,1500. Un pic à donc presque 1500, puis ensuite, là, il y a eu confinement, masque, ainsi de suite, même un peu en retard le masque, et puis une baisse, et puis ça remonte à 300. La question, c'est quand même de se dire, comment se fait-il? Comment se fait-il que, est-ce que le virus est plus fort en France que dans les autres pays, hein? Pourtant, la Suède, voilà, c'est dans le nord, il fait froid. La Turquie, voilà, on a des climats assez différents, que ce soit dans le sud ou dans le nord. Le Canada, il fait quand même très froid, bien plus qu'en France. Donc, comment se fait qu'en France, on en a beaucoup plus? Comment se fait-il qu'on en ait en plus autant, alors que c'est le pays où il y a eu le plus de restrictions en termes de confinement, parmi ces 4 pays, en termes de confinement, en termes de, voilà, de déplacement, ainsi de suite. Donc, est-ce que les décisions ont été, c'est pas les bonnes décisions qui ont été prises, mais forcément, c'est un échec. Hein, je pense que là-dessus, on est d'accord. Donc, du coup, on a ici, et c'est pour ça que je le précise, cette psychologie, c'est important de le rappeler, qu'on est, voilà, il y a la vérité officielle dont on a parlé juste avant, et là, il y a une population qui a une autre vérité parce qu'elle vit autre chose. Elle vit, comme on l'a vu, c'est que c'est une baisse de la qualité de vie, une baisse du pouvoir d'achat, des soins qu'on lui impose, qu'on lui imposerait en tout cas avec le vaccin futur, et une restriction des libertés. Très bien. Donc du coup, où se trouve la vérité? Eh bien, la vérité, en fait, point d'interrogation, on va essayer de l'analyser, mais en réalité, à mon sens, elle se trouve probablement à l'intersection en fait, des deux. C'est-à-dire que vous avez d'un côté ici la vérité officielle du pouvoir, comme on l'a dit, qui est en plus très appuyée par un grand nombre de personnes qui travaillent, donc qui vont faire preuve de corporatisme, qui vont essayer de défendre leur industrie, ok, et bien sûr aussi des influenceurs et autres personnes qui ont voilà, voilà, qui vont avoir une influence, qui vont pouvoir donner leur avis, qui vont aller dans ce sens. Okay, et de l'autre côté, vous allez avoir aussi un petit peu des personnes qui vont profiter aussi de cette peur-là, un petit peu, même qui sont contestataires, mais qui vont en faire un petit peu aussi un petit business, et éventuellement peut-être même des influenceurs qui vont aller dans ce sens-là parce que ça va faire du buzz, ainsi de suite, mais surtout une population qui est extrêmement fâchée, qui est extrêmement à bout, et à juste cause, voilà, et pour cause, parce que la situation à la fois économique et à la fois sociale, elle est pour elle catastrophique. En vérité, a priori, se situerait une intersection, c'est-à-dire en partie ce qui est dit dans le pouvoir est vrai, et en partie sans exagération, bien entendu, on a une part aussi de vérité entre les deux. En réalité, à mon sens, selon moi, la vérité est un peu plus large, c'est-à-dire que certes,
elle est dans une intersection entre ces deux vérités, c'est-à-dire que il y a une partie de ce que dit la vérité officielle est vraie, et on retrouve d'ailleurs dans la vérité alternative, hein, mais il y a aussi des choses qui sont dites ici qui sont vraies, qu'on taxe de complotisme, mais en réalité qui sont absolument vraies, mais qu'on ne veut pas en entendre parler, parce que eh bien, ça gênerait certains business, ça gênerait certaines économies, hein, et il y a une vérité aussi que l'on ne sait pas, hein, c'est qu'on a du mal qui est caché, qu'on a du mal à savoir, c'est-à-dire que l'avenir va nous le décrire, et certains, hein, qui en font aussi du business, qui sont situés ici, en profitent pour un petit peu faire de la spéculation et parfois également exagérer. Alors, le complotisme est au pouvoir ce que le blasphème est au fanatisme religieux. J'aime bien cette expression. Je ne sais pas si vous savez de qui c'est. C'est de moi. J'en ai pleurs tranquillement. Le complotisme est au pouvoir. C'est-à-dire que j'estime que quand on parle de complotisme, c'est-à-dire ce qui consiste à être critique par rapport à une vérité officielle, c'est un petit peu, ça revient un petit peu lorsque un fanatique religieux va vous dire toute analyse ou toute critique eh bien, c'est du blasphème. Mais hein, c'est un peu la même chose. C'est comme si que la vérité officielle et finalement provient un petit peu comme c'est une religion, hein, c'est parole d'évangile, et qu'on doit tout prendre tel que c'est. Et si on critique, eh bien, c'est blasphème. Alors, on ne va pas appeler ça blasphème, on va appeler ça complotisme. Pour moi, voilà, c'est la même chose. C'est comme si on avait une religion, on devait tout prendre à la lettre, au pied de la lettre, et si tu remettais en cause, tu blasphèmes. Okay, c'est assez marrant. J'ai voulu faire ce parallèle parce que je trouve que c'est assez marrant parce que justement, en même temps qu'on nous parle de complotisme, eh bien, on a beaucoup de débats justement sur le blasphème, sur la liberté de blasphémer, ainsi de suite. Je me pose la question, est-ce que, et là encore récemment, avec notamment l'influenceuse Mila, enfin, il y en a plein de toute façon, je me demande si justement ça permet un petit peu quelque part de dire ok, vous ne pouvez pas blasphémer sur la vérité absolue, mais par contre sur les autres sujets comme la religion, là vous avez la liberté, ça vous permet un petit peu de vous un petit peu de vous détendre finalement, puisque vous ne pouvez pas exercer votre esprit critique sur un autre sujet. Ok. Donc voilà, je voulais faire un petit parallèle qui m'intéressait. Alors la question, bien entendu, et c'est un petit peu abordé dans le documentaire, moi voilà, je le vois un petit peu différemment. Pourquoi en fait tout ça est mis en place? Alors je voudrais, moi juste, je fais un parallèle, c'est mon avis. Vous me dites vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. Je donne simplement mon avis. Si on regarde l'histoire, donc l'histoire il y a un siècle en arrière. Donc en 1918, on a eu la grippe espagnole qui a décimé une grande partie, enfin d'ailleurs, on l'appelle la grippe espagnole, c'est pas que ça vient d'Espagne, c'est juste parce que c'était les Espagnols qui n'étaient pas impliqués dans la Deuxième Guerre mondiale qui en parlaient beaucoup plus, donc on l'a qualifié de grippe espagnole, mais en réalité, elle a touché beaucoup les États-Unis, bien sûr l'Europe et aussi même l'Asie. Ok. Donc ça, c'était en 1918. Et juste après, il y a eu 1929, la grande dépression, vous savez, le jeudi noir, à force de spéculation et que la bourse n'était pas du tout régulée, ça a fait voilà, une spéculation énorme. Et donc toute la finance s'est effondrée aux États-Unis et ça a eu un impact mondial, cette crise. Juste derrière, on a eu la Deuxième Guerre mondiale, donc, qui a duré entre 1939 et 1945, avec les pays alliés qui sont sortis vainqueurs, notamment les États-Unis, la France et d'autres. Et, et ensuite, juste après ça, en 1946, entre 1946 et 1975, on appelle ça les 30 glorieuses. Les 30 glorieuses correspondent aux 30 années, on va dire, les plus prolifiques, c'est-à-dire les 30 années où, d'un point de vue économique, c'était extrêmement faste. On n'a jamais connu une période économique aussi faste, aussi bénéfique, c'est-à-dire c'était le plein emploi, c'est-à-dire que c'était la croissance économique à tout va. Bref, c'était les 30 plus belles années d'un point de vue économique et d'un point de vue de développement économique de ce siècle. Donc, les 30 glorieuses qui se sont à peu près arrêtées avec le choc pétrolier. Ça, c'est ce qu'on a appris à l'école. Quand on revient ici en 2008, qu'est-ce qu'on voit? En 2008, on a les subprimes. Donc là, c'est un petit peu inversé. En 2008, on a les subprimes. En 2020, il y aurait cette épidémie qui, loin d'être aussi létale,
c'est-à-dire aussi mortelle que la grippe espagnole, et ainsi de suite. Mais bon, c'est présenté comme ça, en tout cas. Donc le Covid en 2020. Et là, donc la guerre. On va me dire, attends, quelle guerre? Eh bien, la guerre qui nous avait été annoncée d'entrée de jeu. À ce moment-là, on nous dit, nous sommes en guerre. Okay, pour citer et pour paraphraser le président de la République, nous sommes en guerre. Donc, alors, on a tous cru que c'était une guerre sanitaire, mais visiblement, ce sera peut-être plus une guerre sociale. Voilà, parce que on va voir justement, c'est le point d'interrogation, qu'est-ce qui va se passer ensuite dans le documentaire. Moi, personnellement, je ne m'exprime pas trop sur ce point-là parce que je ne suis pas complètement convaincu ou je ne sais pas, je ne sais juste pas. Enfin, voilà, on ne sait pas, c'est plus facile d'analyser le passé et le présent que le futur. Alors, peut-être la mondialisation, peut-être la 5G, peut-être, bon, on ne sait pas encore. On va voir en tout cas par la suite ce que le futur nous réserve. En tout cas, le présent, déjà, il y a pas mal de choses à analyser. Alors maintenant, les solutions. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice. Pendant le premier confinement, j'ai essayé de mettre une série qui a été vue plus de 1 million de vues sur cette série, notamment justement où je mettais ceux qui n'ont pas vu, je vous invite, c'est toujours disponible, c'est sur ma chaîne. Donc j'avais fait 7 épisodes où j'ai analysé à la fois le triptyque médias, politique et industrie pharmaceutique. J'ai arrêté parce qu'au 7e épisode, j'ai eu un gros ralentissement par YouTube. Donc toutes les vidéos étaient à plus de 200 000 et là, au 7e, voilà, ils m'ont calmé, donc j'ai arrêté là-dessus. Mais bon, de toute façon, après le sujet, il bouclait un petit peu. Et ensuite, pour le deuxième confinement, j'essaie de vous partager cette fois-ci une série sur les tours du monde des expatriés, voilà, avec des expatriés un petit peu partout dans le monde. Parce que moi, l'idée, c'est d'apporter des solutions. C'est bien d'analyser, mais si on ne peut pas passer à l'action, moi, en tant qu'entrepreneur, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Si c'est juste pour faire de l'analyse et tourner en boucle, je ne suis pas très intéressé. Ce que je veux savoir, c'est ensuite ce qui se passe. D'ailleurs, la première partie du documentaire sur lequel, voilà, effectivement, je trouvais que c'était une analyse factuelle. J'ai retrouvé pas mal d'éléments que j'avais vus. Et si vous ne l'avez pas regardé, n'hésitez pas à regarder. Cette série que j'avais faite. Sur la deuxième partie, voilà, je ne partage pas tout l'analyse. Mais bon. Alors, moi, selon moi, concrètement, la solution, ça repose en 3 piliers, 3 bases. La liberté financière, la liberté géographique et la liberté en termes d'éducation. Ceux qui sont en famille. La liberté financière, pour moi, repose sur le fait d'avoir plusieurs sources de revenus et des sources de revenus, non seulement plusieurs, parce qu'on ne sait pas bien comment les choses vont évoluer. Beaucoup me demandent, oui, le grand reset, c'est extrêmement compliqué de savoir aujourd'hui, en tout cas de manière précise, de prévoir quelle industrie, quel secteur va complètement tomber et au détriment duquel, ainsi de suite. Ce qui est sûr, c'est que bon, le business digital est en train de prendre encore beaucoup plus de place est en train de dévorer donc, le business traditionnel, même s'il a toujours existé. Mais moi, selon moi, il y a donc la base, c'est la liberté financière qui repose sur une diversification des revenus dans un premier temps, et deuxièmement, sur le fait de pouvoir les automatiser pour pouvoir gagner la deuxième liberté qui est juste au-dessus, la liberté géographique. La liberté géographique, ça signifie quoi? Ça signifie que j'ai la possibilité de ne pas dépendre d'un pays, c'est-à-dire que j'ai la possibilité d'avoir des sources de revenus et donc de pouvoir habiter et résider dans différents pays. J'ai été expatrié au monde, puis ensuite à Dubaï. Actuellement, je suis en Turquie. Dieu merci, ça se passe, la Turquie a très bien géré le Covid. J'aurais pu être dans un pays où ça se gère mal. À ce moment-là, j'aurais pu aller dans un autre pays parce que j'ai cette liberté géographique qui repose sur une liberté financière. Et ensuite, le troisième niveau qui est au-dessus, c'est la liberté au niveau de l'éducation personnelle, d'accord. Donc déjà, je n'ai pas de télé, bien entendu, mais voilà, donc je me forme, j'apprends de par moi-même et je me forme à de nouveaux domaines continuellement, ok. Et ainsi que mes enfants, en bas âge en tout cas, on fait l'école à la maison, ça leur permet d'avoir également une éducation personnalisée et beaucoup plus efficace et, et plus synchronisée avec le temps. Ok.
Donc ça, voilà, ce que pour moi, c'est les trois piliers de la liberté. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez un lien par la suite que je mettrai en description de cette vidéo. Ce serait Kit de survie où je concocte, en fait, j'ai regroupé tous mes programmes sur un seul et vous avez la possibilité justement d'avoir cette liberté financière, géographique et éducation.